Lorsque nous arrivons à Genève, l'ANC n'est plus là. On nous invente un autre médiateur, le fameux Alain Dos, qui avait représenté la MONUC ici jadis. Et c'est là où on apprend que celui qui avait financé la rencontre là-bas, c'était Clinquot. Et vous savez ce que ça signifie. Et malheureusement, avec une certaine partie du clergé, ce qu'ils avaient fait en 2018, souvenez-vous des 40 000 téléphones qui avaient été distribués. Freddy dit, le Congo. Ah, c'est la balkanisation du Congo. Moi, je dis, personne ne va arracher un maître de la République démocratique du Congo. Parce que nous, même si les politiciens commettaient cette erreur, nous, nos disciples, nos petits-enfants, se mettront debout pour arracher ce maître carré là. Alors, ne soyez pas... C'est l'histoire. Quelqu'un peut jouer pour une semaine. Je veux que vous puissiez transmettre à vos enfants cette détermination de défendre le Congo. Défendre le Congo, c'est neutraliser tout traître congolais. L'Académie des Beaux-Arts est très heureuse de vous accueillir dans les cadres du fonctionnement de ce centre culturel qui fonctionne aux côtés de notre mission d'enseignement. Et encore plus heureuse de savoir que nous travaillons tous sur la mémoire. Aujourd'hui, nous parlons de l'ouvrage de Charles Onana. Il y a, je crois, un mois, nous avons présenté les livres ici de Madame Michaela. C'est pour dire que l'intelligentsia congolaise est en train de se réveiller et est en train de planter dans notre population l'idée de l'érection d'une nation, et cette nation ne peut se réveiller que si nous y travaillons comme on travaille pour consolider une flamme, veiller à ce que cette flamme puisse être vivante en l'alimentant avec tout ce qui pourrait amplifier la flamme. Donc voilà ce qui a milité à ce que nous puissions accepter de recevoir cette présentation en guise d'introduction, et je m'en vais maintenant me soumettre à cet exercice des remises des diplômes de mérite pour encourager ces personnes qui adhèrent à cette vision. Pour un peu, j'aurais bien voulu introduire mon propos avec une phrase que j'ai toujours aimée. C'est une phrase d'un auteur, un musicien congolais, Félix Oazekwa. Quand il a reçu la bénédiction du poète Lutumba Simaro pour chanter dans sa chanson, lui qui est un intellectuel reconnu, il a remercié en disant Olobe la bango, parce que ngai soko na lobeli bango bayoke la ngana litoi moko. Je crois que quand Charles Onana, qui est un Camerounais, vient nous prêcher la bonne parole, je crois que nous devons l'écouter avec les deux oreilles, que si c'est nos intellectuels que nous écoutons de manière distraite avec une seule oreille. Merci beaucoup, sentez-vous chez vous. Merci. Pour M. Freddy, vous allez donner au DG, puis le DG va donner, voilà. Nous sommes une organisation culturelle, surtout musicale, musique de l'aide Moussous. Et nous octroyons ces diplômes d'honneur à ces deux personnalités, Charles Onana pour son livre Holocauste, l'omerta de la communauté internationale,
et le film de Gilbert Baloufou, Le silence des crimes oubliés, Congo. Il s'agit d'un silence, surtout. Omerta, silence, silence. Donc, il est temps que nous apprenions à parler de nous aussi, après avoir lu, vu et suivi tous ces discours qui nous ont été donnés. Donc, je remets dans les mains DG, mon frère, ces deux diplômes pour qu'il les remette à son tour à Freddy, qui représente les deux personnalités. J'ai cité Charles Onana et Gilbert Baloufou. Monsieur le DG, voici donc les diplômes de verre. Merci beaucoup. Alors, je vais devoir les remettre à M. Freddy Ngomba, qui ce week-end sera en double brassard à l'absence des concernés. Je vais commencer par celui de Charles Onana. Alors, et pour boucler la boucle, celui de M. Gilbert Baloufou. Merci beaucoup. Oui, je me permets de parler au nom de Charles et de Gilbert, que je connais très bien. Je pense que Charles, je l'ai rencontré en 2013 pour faire l'interview quand j'étais chez Télé7. Il n'habite pas Paris, il a pas de Paris, il s'est déplacé, j'ai fait l'interview avec lui. J'avais vu un gars qui aime l'Afrique, qui aime la liberté, et qui était très ouvert. Et puis j'ai aussi la chance de rencontrer Gilbert Baloufou, qui est le petit frère de Foucaïna, qui est un grand cinéaste, qui a beaucoup souffert. Gilbert était ici à Kinshasa avec son fils, s'il vous plaît. Auquel homme politique congolais a accepté d'assister à la projection du film de Gilbert Baloufou. Les silences écrits pour le Congo. Nous sommes permis avec certains amis avec la famille, avec Baloufou, les grands frères, pour organiser de la sortie officielle ici à Kinshasa, dans un hôtel à côté de Botour. Aucun officiel. Mais curieusement, M. Chéri Michel, cinéaste belge, qui a triché les films de M. Gilbert Baloufou, a projeté son film au Palais du Peuple. Tous les hommes politiques étaient dedans. Tous les hommes politiques étaient dedans pour suivre. Un Congolais qui fait un travail de qualité. Et il a fait ça depuis 2017. Il a eu un prix à Ouagadougou. Son pays ne reconnaît pas. Je pense que le geste que nous posons aujourd'hui, c'est pour dire à Charles, pour dire à Gilbert, les Congolais ne pourront jamais vous oublier. Ils ont pris trop de risques pour ces pays. Qu'on les veuille ou non, ils sont entrés dans l'histoire. Ce qui se passe maintenant, je pense que ça va passer. Ceux qui n'ont pas l'essence de l'histoire seront jetés dans la poubelle. Charles Onana, Gilbert Baloufou vont entrer dans l'histoire de notre peuple, de notre pays et de l'Afrique. Ils ont pris le courage de projeter la réalité sur le terrain. Ce que nos amis occidentaux qui viennent donner des ordres ici ne veulent pas entendre. Et nous devons savoir, la liberté a un prix. Un peuple qui veut se libérer se bat. Comment voulez-vous, nous tous ici, on a connu l'esclavage, la tête négrière, on a connu la colonisation. Comment on peut venir vous parler de la démocratie par les bourreaux? Quelquefois, on ne comprend pas. Sommes-nous des hommes? C'est la raison pour laquelle moi j'ai dit, quelquefois le malheur peut nous faire du bien. Et quand il y a la crise, il y a aussi l'opportunité. Mais la question ici, que faire? Il ne faut pas aller chercher les soutiens de la Chine, chercher les soutiens de la Russie. Nous avons toute une histoire commune avec les Noirs américains. Vous savez, ces Noirs sont partis de l'Afrique, humiliés, vendus, battus, exploités par le capitalisme occidental. Ces Noirs se sont organisés. D'abord, ils ont produit la pensée.
des grands penseurs d'abord. Tout commence par les idées. Malcolm X, Martin Luther King, vous avez des Boys, et puis aussi Washington. Ils ont produit la pensée, ils ont écrit. Et ils ont compris, si vous n'êtes pas organisé, vous allez rester éternellement dominé. L'organisation, ils avaient leurs journaux, leurs télévisions, leurs bistrots. Et quand ils ont eu l'argent, on a commencé à les respecter. Obama n'est pas arrivé au hasard, au pouvoir au hasard. Il y a tout un travail. Mais nous avons encore une culture d'esclaves. C'est que Cheikh Anta Diop disait, les gens ont libéré l'esclave, il sort, et puis après, non, je dois rentrer, il faut être du côté des maîtres, parce que je suis en sécurité. Donc les Africains noirs sont encore à ce niveau-là. Donc si nous voulons que ça change, allons en Amérique, apprenons les combats des Noirs américains. Et vous allez voir que l'Afrique sera debout, le Congo sera debout. Jouer les jeux de grande puissance, nous allons encore payer, comme dit la guerre froide. La Russie, l'Union soviétique, tout comme l'Amérique, l'Occident, se sont affrontés. Dites-moi, quel pays africain s'est développé? Aucun. Donc, tirons les leçons de l'histoire et il faut se mettre du bon côté de l'histoire. Au nom de Charles et Gilbert, je vous remercie. Je voudrais passer la parole aux uns et aux autres afin que chacun et chacune de nous dise ce qu'il en pense, ce qu'il pense de la situation, ce qu'il pense du livre, ce qu'il pense de cette guerre que nous devons vivement mener. Merci beaucoup. D'abord, un tout grand merci à vous qui nous donnez cette opportunité de nous réunir dans cette salle. Merci pour cette initiative autour de l'ouvrage de Charles Onana, que nous saluons également, parce que ce livre est une sorte d'électrochoc, mais un électrochoc fort, parce qu'il arrive à un moment qui nous semble très critique. Ce moment, c'est cette guerre qui devient interminable. Cette guerre dont nous nous rendons peut-être compte aujourd'hui et dont l'ampleur nous interpelle. Pendant que le monde entier, qui est au courant de tous ces événements, semble jusque-là les accompagner avec des réactions, comme l'on dit, de sainte nitouche, comme on dit, qui les rassurent de leur bonne conscience, alors que les faits sont là, qui devaient interpeller l'humanité entière, non seulement en termes de condamnation verbale, mais en termes d'action, parce qu'on a parlé ici d'humanité. Mais nous constatons qu'il y a un silence qui est coupable. Mais mon intervention ne s'arrête pas à ce niveau-là. D'abord, félicitations à nos élites intellectuelles qui déjà depuis plusieurs mois, plusieurs années, ont essayé d'attirer notre attention sur ces faits. Je pense aux diverses interventions de Freddy qui est ici à la table. Je pense aussi à quelques voix de nos intellectuels, de nos élites plutôt politiques. Je pense à mon frère Bitakura qui est aussi autour de cette table. Et lorsque nous jetons un coup d'œil, les Congo et Congo aujourd'hui, à cause de certaines actions qui ont été posées, à certaines prises de conscience qui ont surgi comme de petites lumières dans les grandes ténèbres qui entouraient le pays. Mais cette guerre
dure pratiquement depuis plusieurs décennies, depuis pratiquement les débuts de notre indépendance. Sans peut-être aller plus loin, je voudrais ici ramasser de manière assez succincte, je vais être le plus court possible, en essayant d'éclairer les exemples qui ont été donnés autour de cette table et de quelques personnalités politiques qu'on a dû évoquer. Notre indépendance, nous l'avons en 1960. Vous aurez remarqué que sans que nous ayons eu une armée de libération pour l'indépendance, les grands débats ont eu lieu où? En Occident, à Bruxelles, pour prendre cet exemple-là. La Belgique, qui était supposée être la puissance colonisatrice, a dû recevoir des injonctions. Rappelez-vous du plan qui devait accompagner l'indépendance du Congo de Van Bilsen, qui conseillait le gouvernement belge de préparer l'accession du Congo à l'indépendance, et ces préparations devaient prendre 30 années. Mais il a fallu qu'on convoque la table ronde, et en moins de 6 mois, l'indépendance était accordée. Pour ceux qui fouillent dans les archives de ce côté-là, les injonctions étaient venues principalement des États-Unis pour dire « donnez vite cette indépendance ». Il ne faudra pas qu'au Congo, on puisse avoir une guerre de l'indépendance comme on les a connus par exemple en Algérie et autres. Et l'indépendance avait été accordée. Il y avait peut-être que la Belgique qui semblait avoir été prise un peu au dépourvu. Et qu'est-ce que la Belgique a fait? Elle a commencé à diviser les communautés congolaises en dressant les gens les uns contre les autres. Les partis les plus riches, prenons les Katanga en ce moment-là, c'était carrément la cession qu'on a proclamée. Donc l'État du Katanga était né. Au Kasaï, les communautés qui vivaient ensemble, la seule province qui existait au Kasaï, c'était des affrontements, des tueries de frères contre des frères. Et finalement, au bout de quelques mois, c'était la province autonome du Sud Kasaï. Et puis finalement, bon, ça a évolué comme ça a pu évoluer. On a dû scinder cette province-là. Et qui était à la base? Je l'ai dit, toujours l'Occident. Et pourquoi? Et c'est là l'élément important que je voudrais que nous puissions souligner ici. Nous existons comme Congo, qui est un territoire d'abord immense, de par ses dimensions, mais surtout riche. Et ces richesses-là, cet Occident ne souhaite vraiment pas que ces richesses-là puissent leur échapper. Un élément complémentaire, c'est que les minéraux qu'on découvre, ce sont des minéraux stratégiques d'avenir. Dans le Kivu, c'est bien sûr coltan, avec d'autres matières qui sont là et qui servent justement dans la technologie d'aujourd'hui et de demain, l'électronique et tout ce qui s'ensuit. On découvre maintenant encore d'autres matières comme le lithium. On vous dit non, les énergies fossiles doivent être déclassées. Demain, on vous parle de voitures électriques. Et les matières qui doivent servir à cette technologie de demain se trouvent où? Au Congo, dans les Katanga et quelque part. Donc,
on ne nous laissera jamais tranquilles. Donc nous ne pouvons avoir notre salut que par cette prise de conscience qui a germé maintenant et que nos apôtres, ceux qui sont en train de prêcher cette nouvelle religion, eh bien, on trouve, nous réunissent autour de cette table, à commencer par Charles Onana, qui nous réveille parce que nous semblions nous endormir. En ce sens, Lumumba était réveillé par rapport aux autres. Les élites qui existaient en ce moment-là, qui avaient été à l'école, qui n'avaient pour aspiration que de vivre comme des Blancs. Et puis, comment est-ce qu'on a réussi à les faire, à créer la division entre eux? Ceux qui voyaient plus loin, c'est-à-dire l'avenir du Congo, un Congo réellement indépendant, un Congo souverain qui devait être grand et prospère, comme on l'a proclamé dans notre hymne national, contre ceux à qui on a inauguré l'idée de dire « ceux-là vont prendre le dessus sur vous et ils vont vous empêcher d'accéder à ce bien-être que l'on enviait, hein, que tous les immatriculés de l'époque, tous les évolués à qui on donnait une carte spéciale parce qu'ils avaient un niveau de vie différent de leurs propres frères, différent de leurs propres compatriotes. Ce qui fait que nous avons sombré dans ce qu'on a appelé l'autre fois le chaos. Le Congo était égal au chaos. Et Lumumba, qui était le porte-drapeau de ces Congos forts, indépendants, etc., on l'a accusé de tous les maux. Il n'a pas pu survivre une année, il a été éliminé. Nous sautons donc, et je vous dis, j'insiste encore une fois, ce qui est en jeu, c'est d'abord notre identité en tant que Congo, et un Congo qui reste ensemble, parce que c'est cette identité-là que nous devons défendre, et la défendre ensemble. Dès qu'il y a des fissures entre nous, notre combat ne pourra pas connaître les succès que nous espérons. Et si succès il y a, ça nous prendra plus de temps. Je crois que c'est Che Guevara qui le disait, que lorsque vous allez en guerre, préparez 9 balles, sur 10 balles, 9 balles, enfin une balle contre l'ennemi de l'extérieur que vous allez combattre, et les 9 autres, tournez-les vers les ennemis qui sont en interne, qui sont les traîtres parmi vous. Ce n'est qu'à cette condition-là, d'après lui, que le succès pourrait être assuré. Donc, nous sommes en train d'évoluer dans des conditions pareilles. Il y a un terme qui est à la mode, c'est le terme d'infiltration. Nous commençons à parler, à nous regarder entre nous, dit, ben, est-ce qu'il n'y a pas d'infiltrés ici parmi nous? Et cela, même dans les cercles du pouvoir, comme mon frère Vitagura le disait là-bas. Bon, on peut sauter cette étape-là. Quelle est la deuxième étape? Je prends la deuxième étape de l'accession de Mobutu au pouvoir. Encore une fois, l'inspiration de la prise du pouvoir vient de l'extérieur. Et tout avait été mis en place pour les renforcer militairement, de sorte à ce qu'ils pacifient les pays en interne. Et cela a été fait, malgré tout ce... Il a même dû recourir aux mercenaires étrangers qui ont été ici. Vous vous rappellerez bien des noms de Bob Nenard ou de Scram et autres. Et dès que les rébellions avaient été maîtrisées, ces gens Scram ou ces Bob Nenard qui à nouveau voulaient s'opposer à Mobutu, ils s'étaient même retirés dans les Kivu pendant un temps, eh bien, on a sifflé la fin de la récréation à partir de l'extérieur. Et Mobutu a dû
gérer le pays, régner sur le pays pendant la trentaine d'années de manière plus ou moins tranquille. Mais qu'est-ce qui arrive? Et là, je saute. Mais malheureusement, malgré les idées de l'unité nationale, malgré le fait qu'il avait bénéficié de presque l'unanimité d'accompagnement de la part de toutes les populations congolaises, il a péché par la faiblesse de sa gouvernance qui n'a pas permis de développer le pays à la hauteur des potentialités qui avaient été dégagées. Et la contestation a commencé. Et pour démontrer encore une fois que ceux qui sont en train de nous faire la guerre aujourd'hui sont toujours les mêmes acteurs, ils ont approché ceux qui reprochaient à Mobutu sa manière de gouverner le pays en disant qu'il devait améliorer la gouvernance interne de sorte à ce que les ressources du pays puissent bénéficier au développement du pays et à l'amélioration du bien-être général. Il dit, bon, mettez-vous ensemble, et puis entendez-vous, et voyez comment les choses peuvent aller au mieux. Mais comme on n'avait pas réussi à s'entendre en interne, les choses avaient dérapé. Même l'opposition qui était née et qui était une opposition pacifique, eh bien, on n'a pas permis que cette opposition accède au pouvoir. De sorte que, lorsque le deal avait été conclu, que le Congo ou les Zaïre de l'époque étant devenus faibles, il fallait profiter de cette faiblesse pour injecter des conditions qui devaient permettre à placer d'abord au pouvoir des lieutenants, des prêtres, non, afin que ce pays soit maintenu là où il était. D'où les recours, justement, au Rwanda. Donc vous aviez vu la succession de changements de régime dans les pays de l'Est de notre pays. Donc partant du génocide rwandais, on s'est dit les conditions étaient réunies, Mobutu était largement contesté en interne, et puis il y avait un relâchement général. Au niveau de l'armée, plus de discipline, tout le monde s'adonnait, n'est-ce pas, à ce qui caractérise les populations congolaises. Lorsque vous partez de l'extérieur, on dit que là-bas on aime la musique, la bière, les divertissements et les femmes. Et là, au niveau de notre armée, eh bien, c'était les champions dans la recherche d'abord de l'argent facile, l'enrichissement, la bière, la musique, les femmes. Les grands généraux, ils avaient multiplié des bureaux, et parmi les bureaux qui avaient été multipliés, eh bien, l'armée de la campagne de l'autre côté, parce que au Rwanda, un des principaux éléments de leur diplomatie et de leur infiltration, et voilà comment cette guerre arrive, et ils traversent un si grand pays comme le nôtre. Dans quelques mois, ils étaient à Kinshasa. Et là, nous tombons sur un des acteurs, c'est Laurent Kabila. Mon frère Bitakura nous dit que lui, il a pris l'emballage, il ne savait pas ce qui était dedans. Mais je vais faire une confidence qu'un de nos maîtres nous avait faite. Quand je dis un de nos maîtres, le professeur Bilolo connaît bien les maîtres à qui je vais faire référence. C'est Monseigneur Tarsis Chibang, qui lui faisait un peu attention aux détails. Il nous donnait ces exemples-là. Il dit, les gens ne connaissent peut-être pas nos leaders politiques tels qu'ils se sont succédés. Il relevait un détail, par exemple, sur la vie de Lumumba. Il dit, Lumumba a sauvé l'université congolaise. Donc, au moment des turbulences, au moment de l'université de Obanium et autres, c'est lui qui s'est battu pour
pour imprimer aux universités que les Belges avaient implantées ici un caractère national, c'était Patrice Lumumba avec son ministre de l'Éducation nationale à l'époque, Pierre Moulélé. Donc, c'est eux qui avaient dû imposer à l'époque un conseil d'administration avec les cadres congolais. C'est comme ça que Maloul avait été nommé président du conseil d'administration de l'Ovanium, ainsi de suite. Et j'ai oublié les textes de loi que Moulélé avait pris à l'époque, mais bref, il signait ces éléments-là. Et puis, il dit le deuxième, c'est justement le musée Laurent Kabila. La guerre de l'AFDEL avait été faite pour que le Congo soit dirigé par un Tutsi. Et lorsque Kabila se proclame président de la République, il n'avait consulté personne. Et ça avait été une grande surprise dans tout leur état-major. En ce moment-là, lui-même était venu à Kinshasa. Il a quitté aussitôt le Lubumbashi pour être à Kinshasa. Ce qui fait que les Bouguera, enfin tous ceux qui étaient chargés de l'accompagner pour venir jusqu'ici, ils ont eu à se rendre à l'évidence. Ils étaient placés devant un fait accompli. Donc rien que cette étape-là a dû obliger tous ces agresseurs et leurs suppôts qui étaient à l'ombre à revoir leurs calculs. Et ceux qui étaient dans les réalités du pouvoir, ces secrétaires, ces gardes rapprochés, tous, c'était des gens qui étaient soit directement venus du Rwanda pour l'accompagner, ou leurs fidèles qui ne pouvaient pas les trahir de n'importe quelle manière. Donc, il a même dû survivre. Lorsqu'on vient l'éliminer après, je ne sais pas, 2 ans ou 2 ans et demi, c'est parce qu'ils étaient en train de réajuster leurs éléments de calcul pour savoir comment rebondir de nouveau. Et là, lorsque nous arrivons à cette rébellion du RCD, et il n'avait plus la facilité de traverser le pays comme l'AFDEL l'avait fait. Dans l'entretemps, lui-même, Laurent Kabila, avait dû avoir la possibilité de recourir à d'autres acteurs, notamment en allant vers l'Afrique australe. C'est comme ça qu'on a vu l'Angola débarquer ici, on a vu le Zimbabwe, la Namibie, etc. Et là, l'équation s'est compliquée de nouveau. Donc, lui étant éliminé, on a commencé ces rébellions-là. On l'a même divisé par 2 parce que le Rwanda s'est avancé avec le RCD et l'Ouganda a dû créer son aile qui était le MLC. Donc, nous sommes devant la réalité fondamentale est toujours la même. Et pourquoi est-ce que le Congo n'a pas été balkanisé à l'époque? Et là, nous devons féliciter notre peuple, même si c'est de manière inconsciente que les gens ont agi, mais ils ont agi efficacement. Ici à Kinshasa, vous aviez assisté à la réaction populaire lorsque le RCD a attaqué la capitale, en passant par la base de Kitona. Ils sont entrés dans la ville. Et nos jeunes qui n'étaient pas dans l'armée se sont mêlés à la réaction populaire et la ville n'avait pas été prise. Et le sentiment national était né dans pratiquement toutes nos provinces. À partir du Kivu, qui était l'épicentre des affrontements,
pendant tout le temps où le RCD a gouverné cette partie de la République, il n'y a pas eu de soumission de nos populations authentiquement congolaises à ces pouvoirs qui s'étaient installés de force. Et voilà comment on a dû évoluer de nouveau pour qu'on organise les fameux dialogues intercongolais, etc. Parce qu'il fallait pacifier le pays. Et c'est cela qui était la condition qui leur permettait de continuer à exploiter, à bénéficier de nos richesses avec un climat plus ou moins pacifié et calme. Donc, n'oublions pas ces faits-là. Aujourd'hui, avec les changements de pouvoir, bien sûr, un pouvoir acquis de manière démocratique, qui ne pouvait pas nous permettre de prendre des mesures radicales. La Chine, qui avait été colonisée pendant de longues années par le Japon, plus d'un siècle, eh bien, a eu une réaction radicale, parce que c'était quoi? Un sursaut interne. Mao a dit mobiliser les gens. Et ces gens ont été préparés. Les messages d'indépendance et de souveraineté avaient été prêchés. Et lui a eu le temps de lever une armée des Chinois qui en avaient marre de cette domination japonaise. Et cette armée s'est battue. Et lorsque la victoire était acquise, il devait maintenant essayer de transformer l'environnement général sur le plan mental, culturel, de sorte à ce que la population suive la vision, suive les actions qui devaient amener le pays à se libérer et à s'assumer sur tous les plans. Et ce genre de mesures ne peuvent être envisagées que dans un changement révolutionnaire, dans un changement radical. Les conditions qui ne sont pas réunies ici, chez nous pour l'instant. Et qu'on ne réunira peut-être pas, mais la volonté de changement, le fait d'aller vers cette libération effective de notre pays par rapport à toutes ces influences, en tout cas, cette volonté-là existe. Et l'exemple que je vous donne, c'est justement cette opposition qui s'était faite contre Mobutu, qui a continué sur les deux Kabila. Cette volonté-là était affirmée. Étienne Tshisekedi, qui a porté ce courant de l'opposition jusqu'au bout, jusqu'au moment où il nous a quittés, jusqu'au moment où les élections ont porté le président Félix-Antoine Tshisekedi au pouvoir, en tant qu'émanation du parti UDPS, qui était la machine politique de combat qu'avait Étienne Tshisekedi. Eh bien, jusqu'à ce niveau-là, tous les états-majors en Occident avaient décidé que les candidats issus de l'UDPS ne soient pas présidents de la République. Je parle de l'expérience que j'ai vécue. Nous avons eu plusieurs rencontres déjà à partir d'Afrique du Sud pour débattre de cette question. Heureusement, en Afrique du Sud, nous avions comme médiateurs les vétérans qui avaient mené la lutte de l'ANC. Taboumbe, qui était certes au pouvoir, mais lui a joué un grand rôle au dialogue intercongolais. Ici, je vous parle des rencontres qui ont précédé l'organisation des élections de 2018, où on avait réuni tous les ténors de ceux qui étaient dans l'opposition à l'époque. Et ces ténors, vous les connaissez tous parce qu'ils sont toujours acteurs jusqu'à aujourd'hui.
Nous étions les représentants de l'UDPS à ces rencontres. Nous avions, bien sûr, au niveau d'un grand ensemble à l'époque, nous avions les rassemblements. Au rassemblement, nous avions déjà Katumbi avec son ensemble de l'époque. Nous avions Fayoulou qui était un des membres. Et en dehors du rassemblement, nous avions Kamere de l'INC. Nous avions... Bemba n'était pas encore libéré en Somalia, mais les MLC étaient présents à ces rencontres avec Bazaïba. Et tous les efforts étaient que nous arrivions à désigner un candidat commun de toute l'opposition qui devait affronter les représentants du PPRD qui étaient au pouvoir à l'époque. Parce qu'en Somalia, le FCC n'existait pas encore formellement. Et comme l'Afrique du Sud avait appuyé en disant, de manière légitime, les candidats que nous pouvons appuyer dans ce pays-là doivent être les candidats de l'UDPS, qui est le parti le mieux implanté à travers le pays et dont le leadership était incontestable. On ne pouvait pas sortir un nouveau lapin du chapeau qui n'avait pas autant d'assises que les candidats qui émanaient de ces partis-là, parce que les autres avaient des influences régionales. Et voilà comment, en Afrique du Sud, on n'arrive pas à désigner les candidats communs, mais on avait eu le mérite au moins de dresser un profil d'un candidat qui pouvait être accepté pour représenter toute l'opposition. On se donne maintenant, les rendez-vous ne devaient pas être pris en Europe. On nous dit non, vous devez aller vous rencontrer à Conakry. Et c'est là qu'on devait conclure la désignation du candidat commun de l'opposition. Et en dernière minute, on nous dit non, les vétérans de l'ANC devaient intervenir à Myanmar, où il y avait des problèmes en Birmanie, c'est exact. Et qu'ils avaient pris du retard, comme on devait absolument se réunir, on nous dit non, on pouvait aller à Genève. Et lorsque nous arrivons à Genève, l'ANC n'est plus là. On nous invente un autre médiateur, le fameux Alain Dos, qui avait représenté la Monique ici jadis. Et c'est là où on apprend que celui qui avait financé la rencontre là-bas, j'ai fini bientôt, c'était, entendez-vous bien, Clinquor. Et vous savez ce que ça signifie. Et c'est ainsi que je répète encore une fois, nous pouvons remporter ce combat que, en menant la sensibilisation que nous sommes en train de mener, que nos intellectuels y participent, que nos leaders politiques aussi y participent, au lieu de privilégier cet antagonisme qu'on est en train de prêcher entre l'opposition aujourd'hui. Et cette opposition est supportée par qui? Suivez les regards, nous retrouvons toujours les mêmes. On peut vous citer des grands noms qui interviennent là-dedans. Clinquor est parmi les financiers. Ceux qui avaient financé la Mouka avec Fayoulou hier. Et malheureusement, avec une certaine partie du clergé, ce qu'ils avaient fait en 2018. Souvenez-vous des 40 000 téléphones qui avaient été distribués. Souvenez-vous de tout le discours qui avait été animé à travers le pays. Et c'est ces deux camps qui sont en train encore de nouveau de s'affronter. Et nous ne pouvons les dépasser qu'en ayant conscience de notre identité. Un grand pays avec beaucoup de potentialités qui sont recherchées par toutes les grandes puissances, les anciennes et les nouvelles. C'est notre identité congolaise que nous devons d'abord mettre en avant-plan, parce que une des armes, c'est de pouvoir nous séparer, c'est de pouvoir parler communauté, c'est de pouvoir parler même province. Oui,
C'est comme ça que j'ai dit aussi à mon frère Bitakwira, vous êtes parmi les grandes victimes, et pour nous en sortir, il faut que le Congo entier vous appuie. Aujourd'hui, on entend, ah non, nous les Katangais, nous les Kassaïens, nous les... Avec ces discours-là, soyons sûrs que nous allons jouer les jeux de nos adversaires. À ces jeux-là, nous allons dépenser beaucoup d'énergie à nous affronter nous-mêmes entre nous, et nous risquons de perdre l'essentiel, et nous risquons de perdre la bataille, ou du moins de la repousser encore plus loin, tout en restant dans les conditions qui sont les nôtres aujourd'hui. On monte en puissance pour créer une armée. Il est difficile de détruire l'œuvre qui avait été faite pendant des décennies. Tous ces officiers qui sont venus d'horizons divers et qui occupent des postes de responsabilité dans nos forces armées, c'est une tâche difficile que nous ne pouvons pas, on ne peut pas faire le nettoyage là au bout d'un mois, au bout de 2 ans, au bout de 3 ans, au bout de 4 ans, mais ça s'est fait déjà. L'essentiel est de pouvoir inverser l'échelle des rapports de force, d'avoir plus des éléments qui sont essentiellement les nôtres. Je crois qu'avec tout ce qu'on fait comme recrutement, il y a déjà des dizaines de milliers de jeunes gens qui sont recrutés. Il y en a qui sont déjà en formation en termes d'officiers de diverses catégories. Mais le travail est en train de se faire. Le champ est vaste. La révolution culturelle, il faut qu'on l'amène. Nous avons des artistes parmi les plus brillants dans la salle. Nous avons, vous tous, donc sur le plan intellectuel et autres, c'est d'avoir des animateurs dans chaque couche de population, dans chaque secteur, de sorte à ce que les messages que nous portons ici arrivent et puissent toucher la plus large couche possible de nos populations, afin qu'ils comprennent. Ils comprennent déjà. Déjà, l'idée qu'on a lancée de père et de mère, ben, ça devient une salutation à travers nos cités, mais que ça ne soit pas aussi, comme on l'a dit, une occasion de fissures ou de règlement des comptes ou de jugements ad facies. Nous souhaitons tous cette victoire-là, et c'est sur ces propos que j'avais voulu aussi apporter ma petite lumière aux discussions, aux échanges plutôt que nous avons.